Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel destiné à RenderMan pour Blender. Alors avant de démarrer, qu'est-ce que RenderMan? RenderMan, c'est un moteur de rendu physiquement réaliste qui se rapproche un petit peu de V-Ray, d'Arnold ou même de Cycles. C'est un moteur qui est développé par Pixar et qui est utilisé donc sur tous les longs métrages et les courts métrages de Pixar, mais il est aussi utilisé par de nombreuses autres sociétés pour différents types de produits multimédia, que ce soit de l'animation, de l'image style ou encore même du film live action. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre à cette adresse pour voir la quantité de films et de studios qui utilisent RenderMan. On retrouve ici des titres très connus, Men in Black, Matrix, et bien sûr aussi tous les films Pixar. Donc voilà, il y a vraiment une quantité de films qui utilisent ce moteur de rendu pour justement plein de fonctionnalités qui sont très très pratiques pour les artistes, que ce soit pour les lighters ou ceux qui font du shader. Alors, qu'est-ce qu'on va couvrir dans ce tuto? Donc, ça va être un tuto d'introduction à RenderMan. On va découvrir les settings qu'il faut connaître pour pouvoir faire un rendu convenable. Donc, on verra comment fonctionne, par exemple, le VCM. On verra comment setter le nombre de samples, ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est settings, je dirais, avant de lancer le rendu. On verra aussi comment fonctionne le lighting dans RenderMan. Donc, comment ajouter des lights, comment utiliser une HDRI, donc c'est pour faire de l'image-based lighting. On verra aussi comment fonctionnent un petit peu les light filters. Alors on va pas rentrer dans les détails parce que c'est des fonctionnalités un peu avancées, mais au moins je vous montrerai comment ça fonctionne dans Blender. On verra aussi comment fonctionnent les light links, qui est pour moi une des features les plus intéressantes dans RenderMan pour le lighting. On verra aussi comment fonctionnent des light groups pour pouvoir gérer beaucoup plus facilement les lights dans la scène. On verra aussi comment fonctionnent les shaders dans RenderMan. On verra quelques shaders intéressants, notamment le Pixar Surface, qui est un shader dit Uber Shader, qui permet donc d'avoir différents types de shaders tout en un, donc que ce soit diffuse, specular, subsurface, etc. On verra aussi comment fonctionne le RNFur. On verra aussi un autre shader qui s'appelle le PXR Skin, qui permet donc de faire de la peau. Et on découvrira comment utiliser le frame buffer qui s'appelle Lighty, qui est une autre fenêtre en fait que l'UV Image Editor pour rendre des images avec RenderMan. Donc, et bien sûr, on va commencer tout d'abord par installer tout ce dont on a besoin pour pouvoir utiliser RenderMan pour Blender. Alors, première chose à faire, c'est de se rendre sur le site de RenderMan, renderman.pixar.com. Et vous allez pouvoir récupérer la version standalone de RenderMan en cliquant ici sur RenderMan, Try RenderMan for free, et vous allez pouvoir télécharger une version non commerciale tout à fait gratuitement. Et ça, c'est vraiment un des avantages, je dirais, de RenderMan, c'est que vous n'avez pas de watermark, par exemple, par-dessus vos rendus, même avec la version gratuite. Voilà, donc c'est une version complètement... elle est vraiment complète. C'est exactement la même version que vous avez lorsque vous achetez RenderMan, sauf que la seule différence, c'est que vous n'avez pas le droit de commercialiser le résultat. Tout ce qui sort de RenderMan, vous n'avez pas le droit de commercialiser avec la version non commerciale. Si vous décidez de l'acheter, RenderMan coûte à peu près 498$, je crois, ou 598$, je ne sais plus exactement le prix, mais c'est pas très cher pour ce que c'est. Donc voilà. Pour télécharger la version non commerciale que je vais utiliser, vous allez ici cliquer sur Download and Install. Et vous allez vous retrouver sur cette page-là qui va vous demander de vous enregistrer. Donc vous allez pouvoir vous enregistrer et ensuite il va vous demander de télécharger un package, un installeur en fait, que vous allez installer et vous allez laisser tout par défaut dans l'installation. Je ne vais pas revenir dessus puisque je l'ai déjà fait, mais c'est très très simple, ne vous inquiétez pas, vous lancez l'installeur, il va vous proposer de télécharger le plugin pour Maya que vous gardez puisque on l'utilise même avec Blender. Vous allez aussi télécharger RenderMan Pro Server qu'il faut garder et vous allez aussi, si possible, l'installer sur votre disque C, enfin le disque que vous avez par défaut en fait. Comme ça vous évitera à faire 2-3 manips pour retrouver RenderMan depuis les préférences de Blender. Donc laissez tout tel quel si possible, lancez l'installation et ensuite la deuxième partie d'installation, c'est d'installer l'add-on pour Blender. On va le faire ensemble ça par contre. On va se donner rendez-vous sur la page GitHub du développeur principal de l'add-on pour Blender, donc c'est cette adresse. Vous allez aller cliquer sur Clone or Download ici, vous allez télécharger le zip de la version master des sources.
Donc on est sur la branche master ici. Et une fois que vous avez téléchargé tout ça, vous pouvez lancer Blender. Et vous pouvez aller dans la liste des add-ons ici. Et vous pouvez cliquer sur Install from File. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer donc le zip. Et le zip, il ressemble à quelque chose comme ça, voilà. Il s'appelle perman-for-blender-master.zip. Et vous cliquez directement sur Install from File. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous installer tous les modules dont vous avez besoin en background. Et vous allez pouvoir ensuite activer l'add-on. Alors, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller dans votre disque C, vous allez aller dans Utilisateur, vous allez pouvoir aller dans App Data, je vais juste vous montrer le pass ici sur mon deuxième écran. Vous avez ici Roaming et vous allez trouver Blender Foundation et vous allez pouvoir à l'intérieur ici supprimer ces folders ici, fermer Blender et réessayer l'installation et ça devrait fonctionner, vous allez pouvoir normalement l'activer comme ceci. Hop, donc du coup maintenant on a RenderMan qui est presque prêt à être utilisé. Il va falloir ici maintenant sélectionner la version qu'on a installée avec donc l'installeur Pixar. On va cliquer ici sur 21.2, c'est la version actuelle que j'utiliserai. Et je vais cliquer sur Save User Settings afin de garder RenderMan par défaut dans mes choix de moteur de rendu. Ici d'ailleurs, sur la scène qu'on a, on va pouvoir cliquer sur RenderMan Render pour pouvoir passer dans le mode RenderMan et utiliser ce moteur de rendu. Donc maintenant ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir un petit peu comment fonctionne RenderMan au niveau de ses settings qu'on va retrouver dans le panneau Render. Et pour ça on va faire une petite scène, on va juste supprimer le cube et la light par défaut. On va faire Shift A pour ajouter une plane, comme ceci. Et on va faire Shift A pour rajouter un singe. Donc le singe de Blender. Je vais juste aller faire quelque chose que j'aime bien dans les préférences, c'est juste faire un Emulate Keyboard and Mouse pour naviguer et Emulate Numpad, je m'en sers assez souvent. Comme ça j'utilise les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au-dessus du pavé numérique pour pouvoir naviguer dans les différentes vues, j'ai pris cette habitude. Alors en vue de côté, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la tête de singe, je vais la mettre à cet endroit-là. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que en vue de face, je vais faire CTRL-ALT-0 pour pouvoir placer ma caméra à peu près comme ça, et ensuite je peux appuyer sur G pour pouvoir scaler pour pouvoir déplacer ma caméra un petit peu vers le haut. Je vais même l'avancer un petit peu et pointer vers la tête de singe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en Edit Mode sur le plan, le scaler un petit peu en X et sélectionner ces bords-là, ces deux vertex, et faire une extrusion. Puis ensuite sélectionner cet edge à cet endroit-là, faire un bevel avec CTRL B, et je vais scroller avec la molette de la souris pour pouvoir ajouter différents edges, afin d'avoir donc ce qu'on appelle un studio, c'est-à-dire un fond, pour pouvoir poser nos objets et rendre nos objets un petit peu comme un packshot si vous voulez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire un rendu tel quel, sans light, sans option, dans RenderMan, pour voir déjà ce qui se passe. Alors si on clique sur le bouton Render ici, en fait, ça va nous ouvrir l'UV Image Editor, comme on a l'habitude de le voir dans Cycles, par exemple, ou Blender Internal. Et on va attendre un petit peu, parce qu'il est en train de faire le rendu, il ne nous l'affiche pas en temps réel. Pour ça, il va falloir qu'on utilise l'IT, c'est-à-dire le frame buffer propriétaire de Pixar. On va l'utiliser dans quelques instants. Vous voyez qu'une fois qu'il a fini, il me fait le rendu. Donc, on a un rendu tel quel, très, très sombre, c'est normal, parce qu'on n'a pas encore de light. Donc, ce que je vous propose, c'est... Pour les besoins du tuto, on reviendra un petit peu plus sur les détails des différentes lights plus tard, mais on va rajouter une light histoire d'y voir quelque chose. Donc je vais juste faire Shift A, ajouter une Area Light comme ceci, l'orienter légèrement ici vers la droite qui pointera donc sur la tête de singe, et je vais aller dans les paramètres de light, cliquer sur Add RenderMan Node Tree, tout simplement, et dans Basic, je vais vous demander de changer l'exposure si vous suivez en même temps que moi à 2 par exemple. Donc, on reviendra sur tous les paramètres des lights et comment les lights fonctionnent un peu plus tard, mais là, c'est juste pour les besoins du tuto. Pour pouvoir avancer, on va juste orienter notre light. Je vais juste la tourner localement en appuyant sur R, X et à nouveau X pour accéder au déplacement local, histoire donc qu'elle pointe sur, que cette light pointe sur Suzanne, qui est le nom en fait du singe dans Blender.
Donc là, si je reclique sur Render, je vais attendre un petit peu. Vous allez voir que mon rendu sera normalement éclairé. Et on devrait y voir un petit peu plus clair. Ça prend un petit peu plus de temps, évidemment. Alors en fait, on y voit un peu plus clair, mais pas tant que ça, parce qu'il faudrait que ma light soit un petit peu plus grande. Vous voyez que là, elle est très petite. Donc je vais changer sa taille pour que on ait beaucoup plus de diffusion de lumière. Donc je vais là, par exemple, la changer à 6 et 6. Voilà, et là, normalement, si je fais un rendu, vous allez voir que on va avoir une lumière beaucoup plus diffuse. Mais un autre truc aussi qu'on va faire dans quelques instants, c'est qu'on va changer, comme je le disais, de fenêtre de rendu. On va utiliser le soft de Pixar qui va permettre de mieux gérer le rendu. Donc là, vous voyez qu'on y voit un petit peu plus clair, même si on pourrait, c'est vrai, monter un petit peu l'intensité de la light. On le fera par la suite. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'arrêter d'utiliser cette fenêtre, le l'UV Image Editor, qui en fait nous donne peu de possibilités une fois qu'on a fait notre rendu. Vous voyez qu'ici on a 8 slots qui permettent de faire 8 rendus pour pouvoir faire des comparaisons. Dans RenderMan, on a ce qu'on appelle un catalogue dans l'IT, dans le frame buffer dit IT, qui va nous permettre en fait d'avoir beaucoup plus de rendus, un nombre de rendus illimité pour pouvoir faire des comparaisons. C'est très pratique. Je vais vous montrer ça dès maintenant. Donc je vais revenir dans la vue 3D et dans les paramètres du rendu ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à cet endroit-là, à la place de Display, on va mettre Keep UI, ça nous permettra de garder le layout qu'on a lorsqu'on cliquera sur le bouton rendu, et donc globalement de garder notre environnement de travail tel qu'il est. Et on va faire Render to IT. IT, c'est le nom du frame buffer dont je vous parlais. Donc là, si je clique sur Render, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va me lancer une autre fenêtre, voilà, qui ressemble à ça. Et notre rendu, on le voit direct, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'attente en fait, pardon, pour pouvoir voir notre rendu. Alors, comment on navigue dans cette fenêtre? Donc, dans cette fenêtre, on scrolle avec la molette de la souris pour pouvoir changer la taille. Avec clic gauche, on peut bouger l'image. Et on a la possibilité aussi de réadapter la fenêtre à la taille de notre zoom. Par exemple, si je zoome comme ça et que je fais CTRL F, la taille de notre fenêtre va changer et va s'adapter complètement à notre rendu. C'est très pratique pour, par exemple, vous scrollez très rapidement, CTRL F, vous pouvez mettre votre fenêtre, elle est assez petite, mais vous avez quand même votre rendu à l'écran. Et si vous le zoomez un petit peu, vous l'avez aussi, mais en un petit peu plus grand. Très intéressant cette option. On a aussi la possibilité, tout comme dans l'UV Image Editor de Blender, d'aller dans View ici et de venir dans Channels et d'afficher les différents channels, donc rouge, vert, bleu, alpha, etc. Attention, la touche F ici vous met dans le channel blue. Quand vous avez des couleurs, là on n'a pas de couleurs donc ça va pas être évident, mais souvent, pour ce qui est de ma part, je me trompe quand je fais CTRL F. Des fois, j'appuie sur F et ça devient en noir ça passe en noir et blanc. En fait, ça passe sur le channel bleu. Donc, veillez bien à faire CTRL F et non pas uniquement F. D'accord? Donc, si jamais vous ne savez pas pourquoi votre rendu est passé en noir et blanc, checkez le fait que vous soyez bien sur le channel RGB. Ici, j'ai une option que vous ne devriez pas avoir par défaut, c'est le gamma et l'exposure. Alors si je fais clic droit à cet endroit-là, j'ai Monitor Control qui va me permettre donc d'accéder à ces options, et ça va me permettre de changer le gamma en post-process de mon image. D'accord? Donc ça c'est très intéressant, je peux cliquer sur le bouton ici Clear pour pouvoir revenir à un gamma de 1 et une exposure de 0. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très important en rendu, c'est ce qu'on appelle le color space. Alors, c'est aussi ce qu'on appelle le workflow, plus communément dans le monde du rendu. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà. Il faut savoir que Cycles, par défaut, utilise un workflow linéaire, et RenderMan, par défaut, n'utilise pas un workflow linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est la manière dont les pixels, si vous voulez, sont interprétés par les écrans qu'on a actuellement, les écrans LCD, je dirais classiques, je dirais 95% des écrans qu'on a dans le commerce, en fait, ils vous affichent pas la vraie couleur qui est encodée dans l'image, la vraie couleur des pixels qui est encodée dans l'image. La vraie couleur qui est encodée pour les différents pixels est beaucoup plus sombre, en fait. Et en fait, il y a une sorte de courbe qui est appliquée par-dessus par les moniteurs pour vous afficher une image qui est beaucoup plus éclairée. Et en fait, si on veut observer les pixels bruts, si vous voulez, que l'ordinateur va calculer, il va falloir qu'on aille dans, ici, View, Image Color Space, et qu'on aille sélectionner sRGB, qui en général
voilà ce que l'on retrouve dans, enfin ce que l'ordinateur comprend de l'image, ou plutôt la manière dont l'ordinateur transcrit l'image. Donc vous voyez que là, pour atteindre une autre image, enfin pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair, il va falloir monter l'exposure, etc. à la main, et c'est pas forcément ce dont on a envie. Alors vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi tu me parles de ça? On peut très bien rester en linéaire, et point barre. En fait, il y a un petit piège, c'est que si vous sauvegardez l'image telle quelle, et on va faire ici export file, je vais la mettre dans picture très bien, et je vais l'appeler test 01, save, et que j'ouvre l'image. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, cette image n'a pas encodé, si vous voulez, n'a pas appliqué le color space linéaire. Donc on se retrouve avec une image qui est complètement sombre. Donc vous avez la possibilité par contre de cliquer sur une option qui va vous appliquer la curve du linéaire. Donc vous pouvez ici aller dans catalogue et faire Burn in Mapping on Save. Et je vous conseille vraiment de garder cette option cochée parce que ça va vous éviter de passer un grand nombre de temps à essayer de retrouver une luminosité correcte, convenable pour vos images. Donc là par exemple si je fais File, Export File ici et que je la sauvegarde par-dessus, yes, vous voyez que là ça m'a bien burn l'image, c'est-à-dire que ça m'a bien encodé, ça a bien rajouté en fait la bonne luminance, je dirais, de l'image. Voilà, donc petite option à savoir, c'est un peu tricky quand on sait pas trop ce que c'est. Alors aussi, un autre avantage dans RenderMan, c'est qu'on a un catalogue. Vous pouvez appuyer sur la touche C pour y accéder, ou alors aller dans Windows Catalogue. Et le catalogue va nous permettre de sauvegarder différents rendus. Donc par exemple, si je prends Suzanne, que je la déplace à cet endroit-là et que je fais un autre rendu, il va me faire un autre rendu dans un autre slot ici du catalogue, mais j'ai toujours mon ancien rendu ici, et je vois le temps par exemple qu'il a mis. Je peux d'ailleurs au passage, par rapport à chaque sélection dans le catalogue, appuyer sur la touche I pour faire apparaître l'inspecteur. L'inspecteur va nous permettre d'avoir quelques infos supplémentaires, notamment la taille, le nombre de channels, mais on peut aussi mettre des notes. Par exemple, on peut dire ici, c'est rendu 1 que j'ai fait à blablabla à telle heure de la journée. Et donc ça vous permet de vous y retrouver quand vous avez une grosse prod ou un gros travail à faire avec plusieurs rendus. Donc c'est la touche I pour l'afficher. Pour les raisons du tuto, je vais juste les cacher. Alors pour gagner de l'espace à l'écran, sachez que je m'en sers d'habitude avec RenderMan, c'est très pratique. Quelque chose d'autre à noter, c'est que là, si j'ai mon rendu qui se passe ici et que je reviens dans Blender, vous voyez que la fenêtre disparaît. On a la possibilité dans Lighty ici de la sticker au-dessus, donc de toujours la garder au premier plan. On peut appuyer sur la touche T pour cela, ou aller dans Window ici et cliquer sur Window Always on Top. Vous voyez que c'est le raccourci T. Donc là, si je reviens dans Blender, vous voyez qu'en fait la fenêtre ne disparaît pas. C'est très pratique parce que ça nous permet d'avoir le rendu. Et vous verrez que ça sera encore plus pratique quand on fera du rendu en temps réel. Alors d'ailleurs, parlons du rendu en temps réel. Le rendu en temps réel, ce qu'on appelle l'IPR dans RenderMan, c'est la possibilité, tout comme dans Cycles, avec quelques options en moins que je vais vous montrer, de faire un rendu de la scène en temps réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier les shaders, les couleurs par exemple des différents shaders, modifier les lights avec certaines restrictions, je vous expliquerai lesquelles, mais on a la possibilité de travailler avec un rendu interactif. Pour cela, on clique sur le bouton Start IPR ici, où on peut y accéder aussi dans Start IPR ici, et si vous vouliez accéder à un autre endroit, vous pouvez très bien aller dans RenderMan et le faire ici. Voilà, 3 endroits pour la même option. Donc là, je clique sur Start IPR, et qu'est-ce qui se passe? En fait, il me fait mon rendu, c'est très intéressant, mais par exemple, si je prends la caméra et je la bouge, vous voyez que je peux très bien avoir une visualisation en temps réel du déplacement de ma caméra. Par contre, à la différence de Cycles, on ne peut pas bouger les objets, vous voyez qu'ils ne sont pas updatés. Donc, et en plus, des fois, ça crache. Donc, c'est un petit peu un désavantage. Bon, alors, je tiens à prévenir que il y a beaucoup de travail qui est fait pour updater le plugin. On a quelques crashs de temps en temps, c'est pas très grave parce que Blender sauvegarde beaucoup d'autosave, enfin assez fréquemment des autosaves par défaut. Donc je vais aller réouvrir l'autosave et on va relancer l'IPR. Pour ceux qui ne savent pas, les autosaves ils sont dans File ici et vous pouvez faire Recover Last, vous
pouvez faire File, Recover, Autosave, et vous avez ici le dernier en date à 22h26 et il est 22h28. Vous voyez que on n'est pas très très loin. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est aussi sauvegarder ma scène, et ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ma scène, je vais l'appeler render scene, je vais l'appeler test renderman, nickel, test renderman 1, save scene, voilà. Donc là, si je relance l'IPR, alors fermer l'IPR et relancer, c'est toujours mieux quand vous avez des crashs, vous voyez que mon rendu est toujours le même et que rien n'a changé. Mais comme je suis en IPR ici, et que d'ailleurs c'est bien marqué dans la viewport ici, j'ai la possibilité, par exemple, de prendre la light, d'aller dans Basic ici, dans les paramètres de lighting, et par exemple, je peux venir monter l'exposure pour avoir beaucoup plus de light, et vous voyez que les lights changent en temps réel, et c'est très très intéressant. On peut aussi déplacer les lights en temps réel, ce qui me laisse un petit peu perplexe quant au fait qu'on ne puisse pas déplacer les objets, mais soit, c'est comme ça. Donc vous voyez que c'est très intéressant pour travailler, pour itérer, ça vous évite de lancer des rendus et d'attendre simplement que le rendu ne serait-ce démarre en fait. Donc maintenant ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut faire en sorte qu'un objet au rendu soit traité différemment que dans la viewport. Là vous voyez que notre objet, il est facetté, parce qu'on n'a pas de subdivision surface dessus, donc si je devais rajouter un subdivision surface, donc là je vais devoir stopper l'IPR, aller dans les modificateurs, cliquer sur un subdivision surface, vous voyez que là j'ai un subdivision surface, si je relance l'IPR pour pouvoir le rendu temps réel pour pouvoir voir, vous voyez que là, bon bah, on s'y attendait, j'ai un subdivision surface. À savoir que le subdivision surface, en plus d'être présent ici, il est aussi non facetté et il va faire une interpolation des normales. Il va faire un smooth shading. Donc ça marche comme on s'y attendait. Vous voyez par contre que le rendu est différent dans la viewport, donc si vous voulez avoir à peu près une bonne approximation si vous voulez dans la viewport, vous pouvez cliquer sur le bouton smooth à cet endroit-là, comme on en aurait l'habitude par exemple sur Cycles ou sur Blender de manière générale. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est donc là je vais stopper l'IPR, ce que je vais faire c'est que je vais mettre cette tête de singe ici, je vais la dupliquer. Par contre sur celle-ci je vais enlever le subsurface et je vais me remettre en flat. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, donc là si je fais un rendu, vous allez voir une tête complètement flat et une tête qui va être qui va être smoothée, pardon. Ce que je peux faire, c'est que dire que cette tête-là, je vais aller dans les paramètres de l'objet ici et j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton Renderman Geometry ici et de venir, à la place de mettre Primitive Type automatique, je peux très bien dire que je veux par exemple mettre une sphère. Et là, si je stoppe et que je relance l'IPR, ben, ça va me mettre une sphère à la place de cet objet-là. Donc dans la viewport, j'ai un singe, mais au rendu final, j'aurai une sphère. Et j'ai aussi la possibilité de mettre par exemple Subdivision Mesh. Et en fait, Subdivision Mesh, l'avantage, c'est que ça va nous faire au rendu un Subdivision Surface, mais du coup, notre viewport, elle sera allégée puisqu'on aura un mesh assez low poly. Et c'est ce que vous voyez ici. On a vraiment deux fois la même chose concrètement en termes de... on a deux modificateurs qui sont appliqués, sauf qu'il y en a un qui est vraiment appliqué dans la scène, donc qui va peser beaucoup plus lourd en termes de navigation dans la viewport, et un qui est en fait calculé uniquement au rendu. Donc c'est très pratique. Donc par exemple, je peux en mettre un aussi sur mon décor. Alors une des manières de le faire, c'est d'aller aussi dans le panneau Renderman ici et de cliquer sur Make Subdiv. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si vous sélectionnez l'objet? Vous voyez qu'il est bien passé en Subdivision Mesh. Et si je stoppe et que je relance l'IPR, et que j'attends un petit peu, alors c'est facetté, donc des fois il faut tout simplement repasser en automatique et repasser en Subdivision Mesh, c'est un petit bug. Je stoppe et je relance l'IPR. Ça, c'est quelque chose que je vais faire très souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui s'update automatiquement, à part les lights, 2-3 shaders et la caméra. Il n'y a pas énormément de choses. Il faut souvent recliquer sur ce bouton-là, mais c'est pas très grave. Mais vous voyez que là, je suis repassé en Subdivision Mesh. Donc voilà concernant, je dirais, la manière dont Renderman va rendre à l'écran peut rendre uniquement au rendu, peut interpréter la géométrie de manière différente au rendu. Donc maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est quelques settings assez importantes du rendu.
Donc, si vous allez dans le panneau rendu ici, vous avez la possibilité de cliquer sur ce bouton-là qui va nous permettre de rendre uniquement l'objet sélectionné. Donc, si je sélectionne cette tête de singe et que je fais Stop et Start, vous allez voir que je vais rendre uniquement l'objet que j'ai sélectionné, c'est-à-dire cette tête de singe. Donc, je ne rends plus le fond et l'autre tête. Donc, c'est très intéressant si vous voulez exclure des objets. Vous avez la possibilité à cet endroit-là de changer les paramètres du sampling. Alors dans Cycles, on n'a qu'un seul paramètre entre guillemets de sample, c'est le nombre de max de samples que Cycles va utiliser. Là, on peut lui proposer un minimum et un maximum de samples. Et on a aussi la possibilité de choisir la profondeur des rayons de spéculaire et diffus, c'est-à-dire en fait comment expliquer c'est leur taille en fait, c'est-à-dire que ça va vachement dépendre en fait de l'algorithme utilisé pour le rendu, que vous ayez un path tracer ou que vous ayez un VCM, on verra ça dans quelques instants. Ça va vous permettre donc pour vous expliquer plus simplement, ça va vous donner la possibilité d'avoir une meilleure qualité de rendu, notamment par exemple si vous voulez rendre du vert, vous allez éviter d'avoir un rendu noir au niveau de votre verre si vous montez le nombre de specular ray et de diffuse. Donc voilà, de paramètres à bien connaître et à tweaker lorsque vous avez des problèmes par exemple sur le verre ou le subsurface scattering. Vous avez aussi la possibilité, comme je le disais, de passer sous un autre intégrateur. Alors, l'intégrateur en fait c'est l'algorithme utilisé pour le rendu. Vous avez un path tracer dit forward, exactement comme ce qu'on a sur Cycle, c'est-à-dire qu'en fait les rayons sont... vous avez plein de rayons qui sont balancés depuis la caméra, et ces rayons vont rebondir sur des murs, et éventuellement trouver une lumière un jour ou l'autre, par exemple. Et ils vont donc revenir en fait dans la caméra pour pouvoir colorer un certain pixel en fonction des lights qu'ils auront trouvé ou non. Par contre, si vous balancez en fait des rayons, imaginons que là on balance des rayons dans la scène, ils vont rebondir sur le fond, sur les objets, etc. Le temps que mon rayon il est rebondi dans tous les sens pour trouver la lumière, vous voyez que en fait on va devoir avoir beaucoup de rayons pour pouvoir un jour ou l'autre trouver cette lumière. Et en fait, il y a une autre méthode de rendu qui s'appelle le bidirectionnel, pardon. Et en fait, le bidirectionnel, c'est une manière de faire un rendu en envoyant des rayons aussi depuis les lights. Ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer des rayons depuis la caméra, mais aussi depuis les lights, et puis à un moment ou à un autre, ces rayons-là vont se connecter, et vous allez avoir donc une bien meilleure définition du lighting avec un intégrateur de type bidirectionnel qu'en path tracer. Et c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, la Global Illumination de RenderMan est beaucoup plus smooth, beaucoup plus lisse et beaucoup plus agréable et un petit peu cosy. Vous avez ce genre de rendu cosy dans les films Pixar, par exemple. Donc, pour vous donner un exemple, ça va être assez compliqué parce qu'il va falloir attendre un petit peu que le rendu s'effectue, mais il faut savoir que là, on est dans l'IPR, et là, les paramètres qu'on est en train de changer, c'est pas les paramètres de l'IPR, c'est les paramètres du rendu final. Donc, il va falloir déjà que je lance un rendu tel quel. Donc, je vais stopper l'IPR et faire un rendu. On va avoir donc un rendu avec ces paramètres-là. Donc je vais m'arrêter à 10% du rendu. Voilà. Donc ça c'est le rendu avec le path tracer et le rendu avec le VCM maintenant. Si je fais render à nouveau, je vais m'arrêter aussi à 10%. Alors ça va peut-être pas être hyper évident pour le coup, mais on a déjà un rendu qui est beaucoup plus noisy, comme vous le voyez, donc avec beaucoup plus de grains. Mais si par exemple je fais venir le catalogue et je regarde par rapport à avant, si on regarde au niveau des ombres, vous voyez que par exemple à cet endroit-là, vous voyez qu'on a des ombres qui sont beaucoup plus dures avec le path tracer, et on va avoir un petit peu de lumière diffusée, beaucoup plus diffusée au niveau des ombres, par exemple sur le VCM. Donc c'est vraiment une histoire de qualité, je dirais extrême, mais au moins on a la possibilité de le faire. Alors bien sûr, par contre, les rendus VCM sont beaucoup plus longs pour enlever tous les fireflies ici, donc tous les petits artefacts de lumière.
mais c'est ce qui fait en même temps un rendu de qualité d'utiliser un intégrateur de type bidirectionnel. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que pour le reste du tuto, pour l'instant, je vais rester en Path Tracer pour gagner du temps de rendu. Alors ici, vous avez différents autres paramètres, comme la longueur des rayons ici. Vous avez aussi le nombre de rayons de lumière que vous voulez envoyer, le nombre de rayons pour les différents shaders de type BSDF. Vous avez aussi le nombre de rayons spéculars, de subsurf et de réfraction que vous voulez envoyer. En fait, le depth, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais comme l'indique le tooltip ici, c'est le nombre de rebonds qu'il est possible de faire pour le spécular et le diffuse. Par exemple, vous savez peut-être que le verre, en fait, est un matériel avec de la réfraction. Plus vous allez monter le spécular et les diffuse depths, plus vos rayons auront la possibilité de rebondir sur cette matière. Et si vous avez une épaisseur sur votre verre et que votre rayon il reste coincé à l'intérieur entre guillemets de l'épaisseur, vous allez avoir un rendu plus ou moins noir parce que le rayon n'aura pas pénétré à travers cette épaisseur. Donc voilà, c'est par exemple une des raisons pour laquelle le verre est assez long à rendre, c'est parce qu'il faut mettre beaucoup de rebonds pour que les rayons puissent passer à travers cette matière. C'est à peu près je dirais c'est un concept assez similaire pour ce qui est subsurface scattering et toutes les matières entre guillemets qui ont besoin qui sont translucentes, transparentes, réfractives. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ces paramètres qu'il faudra tweaker. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer aussi que vous avez la possibilité à cet endroit-là de changer à peu près les mêmes settings, mais pour le rendu interactif. Donc par exemple, pour le rendu interactif, je vais avoir maximum 64 samples et 2 rebonds en spécular et un rebond en diffuse. Donc je vais avoir forcément des rendus moins intéressants que les rendus finaux, qui seront faits avec le bouton render. Un autre paramètre qu'on n'a pas vu, c'est le pixel variance. Pixel variance, plus vous allez baisser ce paramètre, meilleure sera la qualité de votre rendu. En fait, c'est un indicateur de clamping, si je me souviens bien, qui va donc comment expliquer, qui va permettre d'affiner la couleur choisie pour un certain pixel. Donc plus vous avez cette valeur qui est petite, meilleur sera le rendu, plus long sera le rendu aussi. Donc voilà. Vous avez d'ailleurs des presets ici qui sont assez intéressants. Par exemple, vous pouvez mettre en Final High Presets, et vous avez aussi la possibilité d'activer le denoiser ici en post-process qui va vous enlever un petit peu de bruit à l'image en post-process, et il marche plutôt très bien le denoiser dans RenderMan. Voilà. Et il y en a un d'ailleurs qui arrive dans Cycles, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu certaines settings de base, on va pas voir dans Advanced ici. Alors dans Advanced, vous avez différents types de filtres à appliquer, la manière dont les buckets, qui sont les petits carrés qu'on voit apparaître au rendu, s'affichent. Voilà, vous avez vraiment plein d'options qui sont un petit peu avancées, qui ne sont pas forcément tout le temps utiles, du moins pour une utilisation standard du moteur de rendu. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, ce que je vous propose de voir, c'est comment fonctionne le lighting dans RenderMan. Donc on a déjà vu qu'on avait la possibilité de rajouter des lights, on a rajouté une light. Dans le paramètre light ici, on a vu que on a dans Basic ici, sur le Light Shader, on a de l'exposure. L'exposure permet de changer, de multiplier le nombre de photons, si vous voulez, qui sont envoyés depuis cette light, depuis cette lumière. Et vous avez aussi l'intensité. L'intensité sera un paramètre qui va réagir de manière beaucoup plus linéaire, si vous voulez, que l'exposure. L'exposure, c'est vraiment, je multiplie la quantité, l'énergie, si vous voulez, de cette lumière. Vous avez aussi la possibilité, donc là je vais lancer un IPR ici, vous avez aussi la possibilité de modifier, bien évidemment, la couleur de la light. Si par exemple je passe sur du vert, vous voyez que ma light est passée en vert. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser le Color Temperature, qui va vous permettre de spécifier une valeur en Kelvin. Alors par exemple, si je prends une valeur en Kelvin assez basse, donc 2000 c'est bas en Kelvin, je vais avoir une valeur, une light beaucoup plus chaude. Et si je monte par exemple au-dessus de 6000, donc je crois que 6500 c'est du blanc, et si je monte au-dessus de 6500, par exemple 10 000, je vais avoir quelque chose qui va tirer vers le bleu et qui va être beaucoup plus froid. Donc c'est exactement les mêmes valeurs que vous avez derrière par exemple les lampes quand vous achetez des lampes. Vous avez souvent vous savez, il y a un dégradé en fait qui tend du rouge vers le bleu.
en passant par le blanc et qui vous montre la couleur de la lampe. Vous avez la possibilité aussi de définir dans les ombres ici, de définir des ombres ou pas. Donc si vous voulez que cette lumière émette une ombre, c'est possible. Vous avez la possibilité de choisir la couleur de l'ombre, ce qui est très très intéressant. Ça permet de faire du lighting beaucoup plus artistiquement, je dirais, que dans Cycles, où on n'a pas, par exemple, cette possibilité dans les lights. Donc ça, c'est très très intéressant. Bon, en général, dans beaucoup de cas, on les laisse noirs, mais si vous voulez tweaker un petit peu vos ombres, vous pouvez le faire, c'est très très intéressant. On a un paramètre ici qui s'appelle Normalize. Alors, le paramètre Normalize, il va vous permettre de faire en sorte que la taille de la lampe ici n'affecte pas la quantité d'énergie qui est émise. Vous voyez que là, par exemple, si j'ai beau monter la taille de ma lampe ici à 5500 par 500, je voulais faire, en fait, ça change uniquement, si vous voulez, la diffuse de la light. Par contre, si j'enlève le normalize, là, ça va augmenter drastiquement l'énergie de la lampe. D'accord ? Donc, par exemple, si je passe à 10-10, vous voyez que j'ai une light qui est très puissante. Et en fait, c'est comme si ça, c'était... la taille de cette lampe représentait la quantité d'énergie qui sera envoyée. Si je clique sur Normalize, la taille de cette lampe va uniquement représenter l'aspect diffus de la lampe et ne va pas représenter la quantité d'énergie. Donc voilà, ça c'est par exemple un des paramètres qui est bon à savoir. Si par exemple vous vous entêtez à changer la taille de votre lampe et qu'il ne se passe strictement rien, c'est probablement que le Normalize est coché. Maintenant, je vais vous montrer un autre type de light. Alors, il va falloir que je stoppe l'IPR pour pouvoir le faire. Je vais ajouter une lampe. Donc, je vais supprimer... Non, je ne vais pas la supprimer. Je vais ajouter une light ici qui va être de type EMI. Et ensuite, je vais ajouter un node tree ici dans les paramètres de lighting. Et je vais mettre une lampe de type Sky. Et je vais aussi sélectionner ma tête de singe, aller dans les paramètres ici, cliquer sur Only Render Selected pour rendre uniquement cette tête. Donc je vais cliquer sur Start et vous allez voir en fait que RenderMan nous propose avec cette light un ciel en fait qui est, donc je vais essayer de déplacer la caméra pour qu'on puisse voir l'horizon, mais voilà, qui nous donne un horizon avec un ciel. Donc par exemple, si je sélectionne cette light et que je vais dans les paramètres du ciel, en fait, j'ai la possibilité, donc comme pour toutes les autres lampes, de changer la quantité d'énergie que cette light va émettre. Donc vous voyez que là j'ai le ciel qui est devenu du coup beaucoup plus bleu. Mais j'ai aussi la possibilité de venir changer la teinte du ciel, par exemple, de le teinter pour faire un horizon, un ciel rosé. J'ai la possibilité de changer la taille aussi du soleil qui sera dans le ciel. Alors je ne sais pas exactement où est le soleil dans cette scène, et j'ai pas trop envie de le chercher, je vous avouerai. J'ai aussi la possibilité au niveau de cette light, donc si je la tourne sur Z, ça tourne le ciel en fait tout simplement. J'ai aussi la possibilité de choisir un mois précis. On retrouve aussi la possibilité de changer la couleur des shadows comme on l'a déjà vu. Et on a aussi la possibilité de changer la direction du soleil. Et haziness, je me souviens plus exactement de ce que c'est. C'est, je crois bien, le dégradé qu'il y a entre l'horizon et le ciel. Mais je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie. Donc voilà, donc cette light est très intéressante. Si vous n'avez pas d'HDRI, si vous avez une HDRI, je vous conseille d'utiliser une HDRI. Une HDR, c'est donc une texture qui va être mappée sur une sphère autour de votre scène et qui va lighter en fait votre scène en venant échantillonner donc la texture. Donc par exemple, si je rajoute une autre light ici de type EMI et que je crée donc un nœud RenderMan et que je laisse en Environment et que je vais dans Basic ici et que je prends Color Map et que je vais chercher une HDR, alors il faut savoir que RenderMan livre par défaut une HDR qui s'appelle Luxo JR underscore 4000 par 2000, un point texte. Alors vous pouvez aussi à cet endroit-là mettre des points HDR, mais là c'est en point texte, et en fait c'est une HDR qui a été shootée au studio Pixar. Donc d'ailleurs, si je reste en Only Render Selected et que je fais un IPR, ça prend un peu de temps à calculer parce que c'est quand même 4000 par 2000.
voyez que dans le fond, notre HDR qui, en fait, nous permet de rendre, d'avoir un rendu, un lighting plutôt très réaliste. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois qu'on voit la lampe de Pixar à un endroit qui doit se trouver à un endroit, je sais plus exactement, mais elle y est dans le décor. Ah, là voilà. Enfin bref. Voilà, vous pourrez chercher, il y a la lampe de Pixar, la fameuse lampe iconique. Donc, sur ce, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant avec les lights. Donc, on a bien sûr d'autres types de lights. Je vais juste vous montrer, on a la possibilité, donc je vais stopper ici, on a la possibilité d'ajouter des lights de type, je vais faire Add Renderman ici, de type par exemple Spot pour faire des poursuites. C'est exactement la même chose qu'on a dans Cycles. Distant, ça va être un sun en fait, ça ressemble vraiment à un sun de Cycles. C'est la même chose, c'est une lumière directionnelle tout simplement. Et on a les Area Light qui, elles, ont la possibilité d'avoir une taille bien marquée en 2 axes ici, pardon. Vous avez aussi la possibilité pour les Area Light de changer leur forme, leur géométrie. Si vous voulez prendre un disque, vous avez la possibilité de le faire. D'ailleurs, on va le faire et je vais rendre l'IPR ici. Et je vais décocher le Only Render Selected, donc Stop et Restart. Et vous allez voir qu'en fait, cette light va apparaître à l'écran. Il suffit que je la déplace et que je la tourne et que je l'oriente vers la caméra. Et on va la voir apparaître. Et en fait, elle a une forme de disque, puisque c'est ce qu'on lui a demandé. Vous voyez qu'elle apparaît là, alors je ne sais pas exactement pourquoi elle est coupée sur le côté, mais voilà, cette light est un disque. Si vous voulez d'ailleurs ne pas voir à l'écran les lights, vous pouvez, dans le rendu les lights, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, Light Primary Visibility, et vous stoppez et relancez l'IPR. C'est exactement comme le Ray Visibility de Cycles, pour pouvoir enlever à la caméra le rendu d'un shader émissif. Donc là, voilà, cette light affecte le rendu, mais elle n'est pas visible à l'écran. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. On va rajouter une autre light. Je vais dupliquer cette light, la mettre de l'autre côté, et cette light, je vais la mettre avec une couleur verte, et cette light aura une couleur bleue, histoire que ça soit vraiment très obvious. Si je start l'IPR, je vais avoir un rendu vert et bleu, très très laid, mais c'est vraiment pour vous montrer certaines techniques de lighting. Alors, si par exemple je prends cette light, et cette light, vous voyez qu'elles ont donc 2 couleurs différentes, j'ai la possibilité d'aller dans la scène ici, et dans Renderman Light Groups, vous allez voir All, qui est un groupe qui contient toutes les lights qui existent dans la scène. Et là, effectivement, on en a 3. On a Area 001, Area et on a EMI. Et ça c'est génial parce que c'est une sorte de table de mixage si vous voulez de lumière et c'est vraiment pratique, ça va vous éviter à chaque fois de, par exemple si vous voulez tester en quoi une lumière affecte le rendu, vous pouvez par exemple les muter ou la laisser en solo. Par exemple si je veux voir uniquement la lampe verte, je clique sur solo et je vois uniquement cette lampe. Je peux d'ailleurs directement ici changer sa couleur si j'ai pas envie de me prendre la tête, ce qui marche plutôt bien. Je peux aussi, par exemple, dire je veux utiliser la température de la couleur plutôt que d'utiliser une couleur ici. Je peux donc remettre du blanc et venir dire que en Kelvin cette light elle est à 3000, donc très chaude. Je peux dire aussi que en Kelvin cette lumière elle est à 10 000, c'est parfait. Donc du coup je peux décocher le solo ici, vous voyez que j'ai le rendu qui apparaît comme ça. Je peux voir par exemple mon EMI ici en solo, donc juste mon HDR, en quoi elle affecte le rendu, voilà, bon, elle affecte comme ça. Je peux muter les lights, par exemple je vais muter cette light là, et voilà, c'est vraiment très très pratique, vous avez l'exposure et l'intensité aussi, et ça va vous permettre de très rapidement faire mixer vos lumières. Vous pouvez prendre des lumières, cliquer sur Add Selected to Group, ça va vous créer un nouveau groupe. Vous n'avez pas le droit d'avoir 2 lights dans le même groupe, c'est la petite restriction. Mais sachez que voilà, vous pouvez créer différents groupes et accéder exactement aux mêmes options pour le groupe.
Donc ça c'est très intéressant. On va revenir sur le light linking dans quelques instants. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle, je vais stopper mon IPR ici, je vais créer une nouvelle light que je vais mettre dans le fond et je vais la tourner comme ceci. Et ça c'est une option, le light linking, que l'on n'a pas dans Cycles et qui est très utile pour faire des rim lights. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici ajouter une nouvelle light, créer son node tree, et je vais créer ici une... qu'est-ce que je peux créer comme type de light? Je vais créer une... Bon, je vais laisser une area, et je vais changer la taille de cette light pour 5.5, et je vais aussi aller dans Basic et monter l'intensité à 10, et je vais changer la couleur pour quelque chose de bleu. Donc là, si je fais ça et que je lance mon rendu, on va voir tout de suite ce qui se passe. Je vais avoir beaucoup de bleu à l'écran. Vous voyez que j'ai du bleu dans le fond, j'ai du bleu devant, j'ai du bleu sur vraiment beaucoup d'endroits. Et moi, en fait, ce qui m'intéresserait dans ce rendu-là, c'est de garder uniquement le bleu sur les objets pour pouvoir les détourer à l'instar d'une rim light. Donc je vais juste un peu baisser la puissance de cette light, mais je vais par exemple la laisser comme ça, et j'ai vraiment envie que cette light, elle n'affecte que mes objets. Et ben c'est quelque chose que je peux faire via les light links. Je vais pouvoir prendre dans le panneau scène ici ma light, dans la section light linking. Je vais pouvoir quitter le mode light group, parce que vous pouvez créer des groupes aussi de différents objets et de différentes lights. Mais nous on va le faire juste en one-to-one, juste avec une light et un objet. Je vais pouvoir prendre la light en question, donc c'est Area 02 dans ce cas-là. Je vais prendre les objets, et l'objet que je veux linker à cette light, ça va être la plane. Donc la plane, c'est mon studio, c'est ça. Et je vais ajouter un groupe. Donc concrètement, Area 2 est lié à plane. D'accord? Et là, si je clique sur Off, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma plane ne réagit plus à la lumière, à cette lumière. Ça, c'est très cool. Alors au passage, je vais enlever le Light Primary Visibility parce qu'on la voit apparaître légèrement en haut ici. Je vais cliquer sur Start de nouveau. Et vous voyez qu'en fait, j'ai fait une rim light qui en fait n'affecte pas le sol et qui affecte uniquement mes objets. Alors j'ai fait une rim light plus ou moins, hein, c'est vraiment pour techniquement vous montrer comment ça marche, parce que esthétiquement parlant, on n'est pas encore là. Donc voilà, concernant les light links, c'est très intéressant. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les light filters, qui sont aussi très intéressants pour fine-tuner votre lighting. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une lampe de type point. Je vais sauvegarder ma scène aussi, au cas où ça crache. Et ce point light, qui se trouve à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Add Renderman Not Tree. Je vais cliquer sur Stop pour arrêter le IPR, pour pouvoir modifier ici le type de light, et je vais prendre un filter. Les filtres dans Renderman sont linkés à une light. Donc par exemple, si je prends cette lumière-là, qui est donc entre guillemets la key light dans notre pseudo lighting en 3 points, et que je vais dans Light Filter et que je lui ajoute un filtre qui est déjà existant dans la scène qui s'appelle Point, puisque c'est le nom par défaut de cet objet-là, et bien cette light va utiliser ce filtre. Et en fait, on a différents types de filtres possibles. Par exemple, Multiply va tout simplement, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais stopper et relancer l'IPR, va tout simplement vous permettre de modifier, d'amplifier, si vous voulez, l'exposure par exemple de votre light. Donc là, sans... alors, faut que je relance l'IPR pour vous montrer. Sans changer rien au multiplier, on a exactement la même chose. Si maintenant je mets 2 ici, cette light là aura 2 fois plus d'exposure qu'elle n'en a déjà en fait. Donc c'est vraiment un facteur en fait, si vous voulez. Donc vous allez me dire, ouais, bah c'est pas très intéressant, on peut le faire sans. Effectivement, il y a d'autres filtres qui sont beaucoup plus intéressants, comme par exemple le bloqueur. Le bloqueur, il va vraiment avoir une importance dans l'espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Road Shape ici, et je vais changer la largeur, je vais changer la hauteur, et je vais changer la profondeur de ce filtre. Et vous allez voir qu'en fait, si j'englobe mon objet dedans, et que je fais à nouveau un rendu avec l'IPR, et que ici j'ai ma light qui est connectée à ce filtre, comme on le voit ici, et bien vous allez voir qu'en fait le bloqueur bloque la lumière pour l'espace dans lequel il se trouve, c'est-à-dire à peu près cet espace-là.
Alors là, c'est un petit peu plus gros. C'est pour ça que c'est à vous de bien jauger. Et l'IPR, par exemple, dans ce cas-là, est très intéressant parce qu'on va pouvoir en temps réel changer le bloqueur. Et vous voyez que ça bloque complètement la lumière sur cet objet. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser par exemple le Road qui va être un petit peu pareil que le bloqueur, sauf que vous allez avoir un petit peu plus de paramètres, notamment la possibilité de mieux définir la forme, de changer un petit peu les bords arrondis en étant plus précis. Donc globalement vous avez beaucoup de fils qui sont assez redondants. Vous avez beaucoup de fils qui sont assez redondants, la possibilité d'utiliser une rampe pour pouvoir modifier le fall-off de vos différentes lights. Donc voilà, c'est vraiment pour fine-tune complètement votre lighting. Pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un peu en arrière, je vais supprimer le light filter ici, parce que moi j'en fais pas une utilisation régulière. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est je pense qu'on va pouvoir passer sur du shader. On va voir quelques shaders qui sont bien sympas dans RenderMan, notamment le Pixar Surface. On va commencer d'abord par le Pixar Disney, qui est le plus simple, un des shaders les plus simples, qui devrait d'ailleurs arriver sur Cycles d'ici quelques temps. Et vous allez voir qu'en fait, c'est un shader très très simple, mais assez puissant. Et après, on va voir la version entre guillemets avancée de ce shader, qui s'appelle le Pixar Surface, qui a été utilisé énormément. Quasiment tous les shaders dans Finding Dory, le dernier film de Pixar, utilisent ce shader. Donc c'est plutôt un bon tool à avoir dans sa librairie, sa bibliothèque de shader, sa boîte à outils de shader. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le fond ici, et je vais aller dans les shaders, créer un nouveau shader, et vous voyez que par défaut il me fait un shader Cycles. Vous allez me dire mais pourquoi, et je vais vous répondre. En fait, vous avez la possibilité d'utiliser certains nodes de Cycles avec RenderMan, dont par exemple les nodes de texture. Vous ne pouvez pas utiliser les shaders, donc toute cette partie-là, en faisant Shift A, toute cette partie-là de shader de Cycles, vous ne pouvez pas les utiliser. Les outputs, vous ne pouvez pas les utiliser non plus, donc on va supprimer ces deux nœuds. Par contre, toutes les textures ici, vous allez pouvoir les utiliser aussi, donc si vous voulez un checker, si vous voulez un gradient, etc., vous pouvez garder vos petites habitudes de Cycles, si vous venez de Cycles, pour avoir donc les différentes textures procédurales. C'est très sympa, mais moi je vous recommande quand même d'utiliser les patterns si vous voulez faire du procédural de RenderMan, parce qu'elles sont très très sympas, et aussi elles s'updateront dans la viewport, dans l'IPR. Donc comment fonctionne un shader RenderMan? Déjà on clique sur Add RenderMan Node Tree, ça va nous créer ici dans notre cas, Pixar Surface. Mais c'est pas ce qu'on veut, donc je vais le supprimer. J'ai envie d'abord de vous montrer le Pixar Disney. Donc on va aller dans PRMan BXDF S. En fait c'est BSDF, le X, ouais, il peut se remplacer par une autre lettre, je sais plus exactement, mais ça représente des équations de lighting qui sont physiquement réalistes, le BSDF. Et là on a la possibilité de venir chercher le Pixar Disney, qui était l'ancien shader le plus utilisé dans RenderMan. Donc c'est un shader dit Uber Shader, qui va vous permettre de modifier avec un seul shader plein de propriétés de surface. Notamment la base color étant la couleur de base du shader. Donc il va falloir stopper et relancer l'IPR ici pour updater donc la couleur. Maintenant je peux l'updater en temps réel. Voilà, donc ça c'est la couleur. Vous avez la possibilité ici aussi de mettre une émission. Alors attention, ça ne va pas émettre de la lumière, mais ça va éclaircir la couleur de base. Donc vous pouvez repasser à du noir. Vous avez ici la possibilité de faire du faux SSS, du faux Subsurface Scattering. Par exemple, si je mets ça en rouge et que je monte le Subsurface, en gros, globalement, ça va faire plus ou moins donner un effet de Subsurface Scattering. C'est pas encore ça, hein, c'est pas exactement ça, c'est la raison pour laquelle c'est pas utilisé pour faire de la peau par exemple. Donc je vous recommande pas de l'utiliser. Par contre, quelque chose de plutôt sympa, c'est que vous avez la possibilité de faire des shaders métalliques assez intéressants. Par exemple, si vous montez l'aspect métallique, donc là on travaille toujours sur le plan, hein, dans le fond, de cet objet, vous allez avoir une sorte de car paint qui va plutôt bien fonctionner. Vous avez aussi la quantité spéculaire que vous voulez affecter à cet objet-là. La specular tint
Alors ça, il faudrait peut-être que je vous le montre sur un autre objet en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet, un cube ici, que je vais mettre devant la... Enfin, un petit peu au-dessus des objets, et je vais copier tout simplement le matériel en faisant CTRL L. Je vais copier le matériel du studio, donc je sélectionne le cube, je Shift sélectionne le studio pour le faire l'objet actif, pour en faire un objet actif, et je fais CTRL L matériel. Donc comme ça link les deux matériaux ensemble. Je vais sauvegarder aussi pour pas que ça, pour si jamais ça crache. Et je vais relancer l'IPR. Donc en fait, ce cube-là a les mêmes propriétés que le fond, mais ça nous permet d'avoir une vision un peu plus claire. En fait, j'aurais pas dû faire un cube, j'aurais dû faire une tête de singe. Je vais faire une tête de singe. Voilà, comme ça. Et je vais lui mettre un subdivision surface. Alors oui, j'ai encore l'habitude de le faire par là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier donc, le matériel. Hop, quelque chose comme ça. Ok, donc je stoppe et je relance l'IPR pour qu'on puisse voir. Donc ce shader là, voilà, ça donne un aspect vachement Carpent. Alors si on regarde ici la couleur du spéculaire, il va être vachement blanc. Si on passe le specular tint ici à 1, il va prendre comme couleur de spéculaire, il va tendre vers le bleu, c'est-à-dire vers la couleur de base. Donc vous voyez que je le monte. Alors c'est pas ultra méga évident, mais si on regarde cette partie-là, c'est beaucoup plus évident, c'est très bleu. D'accord? Et si je passe ici à 0, on a quand même un petit peu de blanc comparé à ce qu'on avait avant. Donc il faut bien se focus sur... alors je pense qu'il faut que je stoppe et que je relance pour voir ça. Voilà, là c'est assez bleu. Je vais peut-être même changer la roughness. Alors la roughness, c'est la diffusion du spéculaire, de l'highlight, c'est-à-dire de l'éclairage sur l'objet. Donc là, vous voyez par exemple que c'est très diffus, et si je mets à 0, je vais avoir du plastique carrément. Un plastique très... proche de 0, je vais avoir un plastique très, très marqué. Alors je ne sais pas pourquoi... Ah oui, non, parce que je suis en métallique. Excusez-moi. Donc du coup... Ah non, pardon, je modifie pas le bon paramètre. En fait, c'est roughness. J'étais à roughness. Voilà, là, ça fait un petit peu plus de sens. Si je baisse la roughness, donc la rugosité du matériel, je vais avoir un matériel très très lisse, donc il va réfléchir bien la lumière et donc créer ici un aspect très réfléchissant sur très spéculaire ou à certains endroits, donc avec des highlights qui vont être très serrés. Et si je monte la roughness, je vais avoir une lumière beaucoup plus diffuse sur l'objet. Donc par exemple, mettons-nous comme ça, et même un petit peu plus bas, je vais, carrément à 0, je vais changer la couleur du matériel pour du rouge, et si je monte ici Specular Tint à 1, vous voyez que les highlights, ils ont une tendance, si on regarde ce pixel-là, ici, ils ont une tendance à tendre vers le rouge beaucoup plus que si c'était à 0. Alors, c'est pas hyper évident dans ce cas-là. Mais bon, c'est globalement ce que ce paramètre fait. Ensuite, on a la possibilité de changer ici ce qu'on appelle l'anisotropie. L'anisotropie, c'est une manière différente d'afficher la spécularité sur un matériel. C'est la possibilité, c'est exactement ce que vous trouvez par exemple sous une casserole quand vous tournez la lumière en fait qui vrille un petit peu dans tous les sens. C'est un paramètre d'anisotropie. Donc est-ce qu'on va pouvoir le voir? Voilà, par exemple là on le voit assez bien. Vous voyez que les highlights ils veulent pas dire grand chose ici. Enfin ils sont assez tournés. Si je baisse l'anisotropie, en fait il faut que j'attende assez longtemps. Vous voyez qu'ils sont assez droits les highlights comparé à ce qu'on avait avant. Donc je vais attendre un petit peu que ça se refresh. Donc regardez bien, là on a deux traits. Je mets l'anisotropie au max. Et là les traits ils vont se mélanger entre eux. Et ils vont vriller un petit peu. Donc c'est un paramètre qui est assez intéressant si vous voulez faire par exemple une carrosserie de voiture assez réaliste. Un car paint, c'est ce qu'on appelle. Vous allez pouvoir mettre de l'anisotropie et ça va vous donner un effet métallique assez proche de ce que vous retrouverez par exemple sur une Mustang, ce genre de voiture. Vous voyez que là, les highlights sont mélangés et sont un peu distordus en fait.
Vous avez le sheen ensuite, c'est un paramètre qui est très intéressant si vous voulez faire des vêtements. Donc ça va vous faire une sorte de Fresnel en fait sur les bords de vos objets et pour vous rajouter un autre niveau de spécular. Sheen Tint, c'est la teinte du sheen. Vous avez le clear coat aussi. Le clear coat, c'est comme si vous rajoutiez un manteau transparent sur vos objets. C'est pas hyper évident comme ça de vous le montrer tel quel parce qu'il faut attendre assez longtemps en fait que le rendu se fasse. Mais en fait, c'est comme si vous rajoutiez un manteau transparent mais sans avoir l'épaisseur du manteau en fait transparent. Mais c'est vraiment dans le rendu de la matière. Ça va vraiment donner l'impression que c'est recouvert en fait comme d'une couche de plexiglas si vous voulez. Il faut attendre un petit peu, mais on va peut-être l'avoir un peu. Vous voyez que ça donne cette impression là en fait du moins. Voilà, c'est ce qu'on appelle le clear coat. Ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, dans ces entrées-là, de mettre des textures, de mettre des paramètres de type float ici, c'est-à-dire des valeurs en fait. Vous avez la possibilité de mettre du bump ici, et dans l'output ici, vous avez la possibilité de mettre du displacement. On verra le displacement dans quelques instants, une fois qu'on aura vu PR surface. Donc, voilà pour ce matériel, le Pixar Disney. Donc c'est un shader assez simple, vous voyez, mais qui permet déjà de faire pas mal de choses. Donc voilà, à utiliser dans des cas plutôt classiques, plutôt simples. Je vais stopper l'IPR ici, je vais supprimer la tête de singe et je vais laisser un shader plutôt pas trop métallique pour le fond, mais je vais quand même le laisser dans la scène, pourquoi pas, pour qu'on se souvienne qu'on a fait un Pixar Disney. Voilà. Et je vais le mettre par exemple d'une couleur un peu bleuté, un peu plus sombre. Voilà. Donc notre fond maintenant est un Pixar Disney. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce singe là et je vais lui créer un nouveau shader. Et ce shader, donc je vais supprimer les nœuds cycles, je vais ajouter ici des nœuds renderman. Et on va laisser le Pixar surface, puisque c'est le prochain shader que j'ai envie de vous montrer. Donc on va laisser ce shader là, je vais stopper et relancer l'IPR pour qu'on puisse l'avoir qui s'actualise dans le frame buffer. Donc ce shader est un petit peu comme le Pixar Disney, sauf qu'il a beaucoup plus d'options. Donc là ici on a le diffuse, on a la possibilité de changer la couleur du diffuse pour du rouge par exemple. Donc vous voyez que là j'ai que diffuse de cocher, donc j'ai que du diffuse, j'ai pas de spéculaire, j'ai pas d'highlight, pas d'éclairage sur l'objet. Enfin, highlight, la traduction je ne m'en souviens plus exactement, mais c'est reflet, éclat de lumière je dirais plutôt. Mais vous voyez, donc on a un shader complètement diffus ici. J'ai la possibilité aussi de changer par exemple la couleur des ombres à cet endroit-là aussi, que le diffuse émet. Voilà, donc paramètre très très simple. Ensuite, on a le primary specular qui va vous permettre de rajouter donc la dimension spéculaire à votre objet, à votre surface. Vous avez la possibilité pour l'activer de venir cliquer sur Primary Specular ici et de changer la couleur, donc en valeur de gris. Si vous montez légèrement, vous allez voir que le spéculaire va apparaître petit à petit. Vous voyez que là, on a des highlights déjà qui sont apparus à cet endroit-là, pour avoir un effet plastique. Et si je monte beaucoup le spéculaire, voilà, il y a une quantité qui va apparaître beaucoup plus importante. C'est vraiment une histoire de couleur ici, donc noir, pas de spéculaire, blanc, full spéculaire. Vous pouvez d'ailleurs, en petit tips dans Blender, appuyer sur CTRL et scroller avec la molette de la souris pour pouvoir changer très rapidement la value. Donc la value, c'est ce paramètre-là d'une couleur dans Blender. Donc vous avez aussi la possibilité de changer la manière dont le Fresnel fonctionne. Le Fresnel, c'est donc un effet calculé avec ce qu'on appelle un produit scalaire par rapport au normal et la vue dans laquelle vous regardez. Cherchez effet Fresnel sur Google, vous allez vite comprendre. Si on prend une sphère en fait, par exemple, et qu'on met un Fresnel dessus, l'intérieur de la sphère va être blanc et l'extérieur va être noir, ou inversement en fonction de l'algorithme. Et ça va vous permettre de mixer deux shaders entre eux ou de choisir la quantité d'un paramètre, par exemple le spéculaire en l'occurrence, qui va être affecté avec le Fresnel par rapport au noir et au blanc. Donc c'est une sorte de masque en fait, si vous voulez. Primary Specular Roughness, c'est exactement le même paramètre que sur le Pixar Disney. Ça va permettre d'avoir un spéculaire beaucoup plus diffus.
par exemple faire des plastiques un petit peu, par exemple, le premier truc qui me vient en tête, c'est des, euh, des boîtes à goûter. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'idée. Voilà, mais ça ferait un plastique beaucoup plus diffus ou un gobelet en plastique, par exemple. Enfin, un gobelet en plastique transparent. Je sais pas, un gobelet de brosse à dents, par exemple. Euh, Vous avez aussi la possibilité de choisir de l'anisotropie pour le spécular. Si vous voulez le faire, c'est à cet endroit-là aussi. Vous allez voir que ça va changer en fait la donne. Ça va vraiment changer la manière dont le spécular est déformé. Donc l'highlight est déformé ici, et c'est d'ailleurs plus visible ici que sur le Pixar Disney. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter une deuxième quantité de spécular par-dessus. C'est à cet endroit-là. En général, je m'en sers pas trop. Vous avez aussi le clear coat ici. Je vais passer sur iridescence parce que je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas encore joué avec. Je vais passer sur le fuzz aussi parce que je m'en sers pas beaucoup. Mais par contre, vous avez le subsurface scattering ici avec différents paramètres. Donc la puissance du subsurface scattering ici. Alors le problème c'est que avec le subsurface scattering, il faut attendre énormément de temps pour faire des rendus, et il faut aussi changer le depth du spécular à diffuse, c'est-à-dire le nombre de bounce. Et voilà. En tout cas, sachez que vous avez la possibilité de le faire à cet endroit-là et de changer aussi la couleur de votre subsurface. Mais je vais vous montrer un shader beaucoup plus intéressant pour pouvoir faire du subsurface. C'est le subsurface, le PXR Skin, qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, on a la possibilité ensuite de faire du vert. Donc par exemple, laissons ce shader là tranquille et allons en créer un nouveau pour l'autre singe ici. Donc je vais cliquer sur New. Je vais aussi ajouter mes nœuds. Je vais supprimer les nœuds cycles ici. Et à la place de diffuse ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pour ce shader là, alors je vais stopper la PR et le relancer. Je vais mettre un shader de vert. Donc glace ici. Et ce que je vais faire pour paramétrer le glace, c'est que je vais mettre au maximum la réfraction. La réfraction, c'est le paramètre, vous avez certainement dû voir une fois dans votre vie une paille à travers un verre d'eau. Vous voyez que la paille, elle est légèrement déviée à l'intérieur au niveau de l'eau. Ça va vous permettre, il y a un effet de réfraction qui se fait, et via un indice de réfraction, c'est-à-dire si vous voulez, de combien entre guillemets est déviée la paille. C'est ce paramètre-là qui permet de le jauger. En général, le vert c'est 1.5 à peu près. C'est un paramètre de distorsion, si vous voulez, entre guillemets, distorsion des rayons de lumière. C'est-à-dire que quand le rayon de lumière arrive, eh bien, il est dévié en fonction de cet indice de réfraction, et bien sûr aussi en fonction de la quantité de réfraction que vous voulez dans votre matériel. La réflexion, c'est l'aspect miroir, l'effet miroir, si vous voulez, du verre, que l'on retrouve ici. Alors vous voyez que le shader, il est assez noir ici, au niveau par exemple de la base du singe, tout simplement parce que on n'a pas assez ici dans l'interactive, dans l'APR, on n'a pas assez de diffuse et de specular depth. Il faudrait que je les monte, que je stoppe l'IPR et que je le relance, et on devrait avoir une meilleure qualité de rendu. Vous voyez que là on a un vert avec beaucoup plus clair, beaucoup plus cristallin, parce que les rayons, ils ont beaucoup plus de rebonds possibles pour pouvoir passer à travers la matière. Alors je vais quand même les baisser un tout petit peu, je vais les laisser à 2 pour pas trop surcharger non plus le moteur. Vous avez aussi Glass Roughness. Alors à chaque fois que vous voyez paramètre de roughness, c'est bien sûr la rugosité du matériel. Donc si je monte, je vais avoir un verre un petit peu feutré, vous voyez, comme ceci, un verre brouillé, qui marche très très bien pour faire par exemple des verres en cristal brouillé, par exemple, ou des billes par exemple. Voilà, c'est un paramètre intéressant à connaître. Donc on a vu du vert. Vous avez aussi la possibilité de rajouter un shader glow ici tout en bas. Donc si je monte le glow gain, vous voyez que ça rajoute
un effet glossy, enfin pas glossy justement, un effet glow autour de l'objet comme une émission, comme si l'objet émettait une aura autour, si vous voulez. Une auréole, pardon. Voilà. Donc je vais enlever le diffuse par exemple pour ce shader, on va garder notre vert qui est plutôt sympa ici. Alors maintenant je vais vous montrer un autre shader, c'est le shader... alors on va rester sur les Pixar surface, on va juste rajouter un singe, je vais stopper l'IPR, on va rajouter un singe, ce singe là on va aller lui mettre le subdivision mesh ici, je vais sauvegarder ma scène au cas où. Et ce qu'on va faire, c'est que on va lui créer un shader avec des calques de shader. Donc je vais créer un nouveau shader, je vais cliquer sur Add Renderman, supprimer mes shaders Cycles, nickel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'IPR. Donc là, on va que travailler avec des diffuses, puisque globalement vous allez retrouver les mêmes paramètres et vous savez déjà à peu près de quoi il parle. Mais là, vous voyez que j'ai un shader qui est complètement blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre complètement rouge, diffuse. Voilà, on va rester avec quelque chose de très laid comme ça. Mais j'ai dans ma sortie ici de BXDF, j'ai un shader Pixar Surface. D'accord ? Il en faut absolument un pour ce que je vais vous montrer maintenant. En fait, il y a une sortie ici qui s'appelle Input Material. Et Input Material va vous permettre de layerer, c'est-à-dire de mettre en calque, si vous voulez, différents shaders de type Pixar Surface. Vous allez aller en faisant Shift A dans PRMan Layer et vous allez pouvoir cliquer ici sur PXR Layer Mixer. Et vous allez pouvoir drag and dropper cette sortie sur Input Material. Et là, Renderman, enfin ce shader là, va s'attendre à avoir différents layers qui vont être mixés ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un PXR Layer tout simplement. Alors en fait c'est assez confus parce que ce nœud ressemble vachement à celui-là, mais c'est pas du tout le même en fait. C'est-à-dire qu'en fait celui-là, c'est le shader de sortie pour la sortie du shader, qui est très important, et on est obligé d'en avoir un. Et dès que vous voulez mixer des, entre guillemets, Pixar Surface ensemble, il faut prendre un PXR Layer, d'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais drag and dropper cette sortie dans la base layer. Vous allez voir que ici, c'est noir parce que, en fait, je crois que parce qu'il faut que je relance l'IPR dans ce cas-là. Ou que déjà je mixe un autre layer en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mixer sans plus attendre un autre layer. Donc je vais dupliquer un layer ici et je vais drag and dropper dans le layer 2 ici un layer. Voilà, donc là ça fonctionne. En fait, il faut, si on veut mixer deux shaders, il s'attend à ce qu'il y ait deux shaders mixés, ce qui paraît logique. Donc là j'ai mixé un shader diffus et un shader diffus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur. Il y en a un qui sera rouge et il y en a un qui sera totalement bleu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais stopper l'IPR et le relancer. Donc là, j'ai juste agrandi la fenêtre nodale en faisant Shift Espace, pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce. Et là, en fait, j'ai un shader totalement bleu, parce qu'en fait, ce paramètre-là, qui correspond à la base et le layer 1, vous voyez que si je le slide, je vais mixer en fait ces deux shaders ensemble. D'accord ? Donc si je suis à 0, il va prendre 100% du shader qui se trouve dans l'input au-dessus, c'est-à-dire base layer dans ce cas-là. Donc par exemple, si je change la couleur ici, bah, globalement, on parle de ce shader-là. Par contre, là, il faut que je stoppe et que je relance. C'est le petit défaut des Pixar Layers, c'est qu'il faut les stopper et relancer l'IPR. Mais globalement, je peux faire mon mix comme ceci assez facilement. J'ai la possibilité d'ailleurs aussi de rajouter encore un calque. Donc par exemple, j'ai ces trois layers ici et j'en prends un autre et je le mets dans ce layer 2 ici. Si par exemple celui-là, je le mets orange, vous allez voir qu'en fait, il ne va pas fonctionner tout de suite. Donc là on pourrait, tel quel, on pourrait s'attendre à avoir du orange, mais en fait, ça ne va pas fonctionner tout de suite. Si je fais un start, je vais quand même avoir du bleu. Parce qu'en fait, il faut que j'active le deuxième calque. Donc là, si je fais Enable, j'ai mon orange. Et si je mets à 0 ce calque-là, je vais retomber sur le calque juste en haut, donc la sortie juste en haut, c'est-à-dire du bleu. Et si je reviens à 0 ici, je vais retomber sur du vert, c'est-à-dire la sortie juste en haut. Et si je mets 0.5 ici, je vais avoir un mix entre du vert et du bleu, puisque c'est ces deux sorties-là. Et si je mets 0.5 ici, je vais avoir un mix entre le mix du vert et du bleu et du orange. Donc là, si je mets à 0 ici, j'ai un mix
j'ai uniquement ce slider qui est actif, entre guillemets, si vous voulez. Donc un mix entre du vert et du bleu. Et si je rajoute gentiment du orange, je le rajoute par-dessus ce qui a déjà été mixé en dessous. Voilà. Alors bien sûr, là on a mixé que du diffuse, mais vous pouvez mixer aussi, par exemple le deuxième shader, on peut dire que le shader bleu, on peut dire que, bon je vais le mettre à 100% par exemple, vous voyez qu'il y a du spéculaire dedans, donc il faut que je monte le spéculaire et que je stoppe et que je relance, malheureusement, l'IPR. Et que aussi je monte la quantité spéculaire que je veux ici. Donc là vous voyez que sur ce shader là j'ai du spéculaire. Si je passe à 0 ici, je vais retomber sur un shader qui est en fait sans spéculaire. D'accord ? Donc si je mets à moitié, je vais avoir un peu de spéculaire. Vous voyez, puisqu'il va essayer de mixer quand même du spéculaire. Il va essayer de les mixer tous les deux. Mais je vais avoir, donc là il faut que je stoppe et que je relance je pense, mais je vais avoir quand même du diffuse. Alors en fait là le spéculaire à mon avis est 100% visible parce que lui n'a pas de spéculaire, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. On dirait que c'est actif pas actif. Donc il faut que je relance un rendu à nouveau pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je pense qu'en fait il fait un mix entre les différentes valeurs qui sont affectées à cet endroit-là. Mais concrètement, vous voyez que vous avez la possibilité de mixer différents shaders, un petit peu comme on le ferait avec le shader de type mix dans Blender, dans Cycles, pardon. Donc le shader ici qui s'appelle Mix Shader. C'est un peu la même histoire. Voilà, voilà. Alors, c'était juste pour vous montrer ça. On a déjà un Pixar surface avec le vert ici, donc je vais le supprimer. Je vais supprimer le singe ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter non pas un singe ici, mais je vais rajouter, on va le laisser là, un cube, et aller au rendu ici, ce cube là, je vais lui dire tu vas être une sphère. Voilà, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un shader pour cet objet-là, et maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire du displacement avec RenderMan, et vous allez voir que le displacement fonctionne super bien dans RenderMan. Donc, je vais garder un Pixar Surface, je vais lui mettre aussi un peu de spéculaire, histoire de dire. Je vais prendre une couleur qui va tendre vers le... qui va tendre vers le violet, pourquoi pas. Je vais start l'IPR, on va voir une sphère apparaître, non pas un cube. Nickel. Oh, ça fait un smiley. Bah, ça, c'est marrant, ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la displacer. Pour faire du displacement, je vais aller en faisant Shift A dans PRMan Displacement, Pixar Displace ici. Je vais sortir le displace dans la sortie displace ici. Et il va falloir que je définisse dans la sortie ici Scalar Displacement, je définisse la texture qui va affecter le displacement. Alors c'est une texture en noir et blanc, en valeur de gris en fait, pardon. C'est pour ça que la valeur ici attend un float, donc il va falloir que je lui passe un float, c'est-à-dire une valeur. Donc du coup, je vais aller ici dans les Pixar Texture Pattern et je vais prendre par exemple un fractal. Et je vais prendre la sortie grise ici pour la mettre dans la sortie grise aussi. Voilà, on va faire comme ça. Et comme la sphère, enfin le cube n'a pas d'UV, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer aussi un manifold. Un manifold, c'est quoi? C'est des informations d'UV. Alors, bon, une autre manière d'appeler les UV, en fait, parce que U et V, c'est deux coordonnées, comme X et Y, on peut appeler ça aussi ST, et c'est comme ça que Pixar les appelle, dans RenderMan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un manifold, et on va prendre un manifold 3D. Je vais récupérer le résultat, le mettre ici, et ici, il va nous demander dans les coordonnées, ici, d'écrire un mot qui correspond au type de coordonnées qu'on veut. Si vous restez sur le tooltip, vous voyez que vous avez Object, Word et Screen NDC aussi. Nous, on va utiliser par exemple Object. C'est-à-dire qu'on va appliquer notre texture en partant du principe que on va faire un petit peu comme le Generated Mapping ou l'Object Mapping de Cycles ou le Generated de Blender Internal, si vous voulez. Donc là, si je stoppe et que je relance l'IPR, vous voyez qu'on a
du displacement qui a fonctionné. Et c'est plutôt sympa comme résultat. Vous avez la possibilité aussi ici, bon là on a une texture qui est une texture Pixar, mais on peut très bien prendre une texture de Cycles ici. Et par exemple, si je prends un checker ici et qu'à la place je mets mon checker et que je stop et que je relance, on va voir que j'aurai un displacement fait en fonction d'un checker. Vous voyez, c'est plutôt marrant d'ailleurs à observer. Mais voilà, les textures Cycles fonctionnent parce qu'en fait, Cycles fonctionne avec un langage qui s'appelle l'OSL, l'Open Shading Language, et RenderMan fonctionne aussi avec l'OSL depuis la version 21, donc c'est-à-dire la dernière version. Donc je vais repluguer le résultat ici de mon fractal, parce que ça fonctionne assez bien. Et normalement, avec les textures de Pixar, on peut changer en temps réel, normalement, si je crois bien, si je me souviens bien, on peut changer en temps réel les propriétés des textures. Ce qui n'est pas le cas en fait. Donc il faut relancer l'IPR, etc. J'imagine. À chaque fois. Ah, j'ai craché, j'ai fait trop de CTRL Z, il n'a pas apprécié, j'espère que j'ai sauvegardé, normalement au pire j'ai un autoback. Alors j'ai un autoback et en fait on est revenu au checker, donc je vais juste supprimer le checker et je vais remettre ma texture ici dans Scalar Displacement. Alors le gain c'est tout simplement un multiplicateur de displacement, donc ça vous permet voilà, de baisser la quantité de spécular, de displace. Donc si je mets 0, théoriquement, je ne devrais pas avoir de displacement. Je vais faire un start. Voilà, donc là j'ai ma sphère et mon smiley. Et si je mets 1, théoriquement, et que je stop et que je restart, je vais avoir du displacement. Et en fait c'est full displacement et en fait vous voyez que ça va très haut. Je sais pas pourquoi, mais en fait si j'en veux un peu moins, il faudrait que j'en mette par exemple à 0.5 et je comprends pas pourquoi le slider est bloqué au max. Enfin bloqué à des valeurs ultra élevées. Et vous voyez que là, mon displacement est un petit peu plus faible. Et c'est assez sympa, donc du coup ce que je vous propose de faire c'est de garder cette forme, on la met dans le fond ici, dans nos différents shaders. Donc ce qu'on va faire d'autre aussi, c'est on va faire un shader de cheveux. Donc je vais prendre une plane ici. Je vais la laisser comme ça, ici, et je vais sauvegarder. Je vais stopper l'IPR parce que je sais que ça va pas mal ramer si je fais un rendu en même temps. Donc je stop l'IPR ici. Je vais d'ailleurs appuyer sur T pour pas que la fenêtre soit tout le temps devant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gazon vite fait. Je vais ajouter un système de particules, c'est pas le but, donc je vais essayer d'aller super vite. Je vais baisser ici à 200 le nombre de poils, baisser la hauteur des poils à quelque chose comme voilà, 0.8. Dans Children, je vais mettre des enfants, des strands interpolés. Avec 100 au rendu, ça sera nickel. Je vais activer les B-splines à 4 par exemple. Je vais ensuite aller dans Advance ici pour accéder aux paramètres de physique. Je vais changer le Brownian ici qui va rajouter un côté chaotique un petit peu à nos poils. Je vais aussi par exemple mettre endpoint pour les écarter un petit peu. Je vais mettre du random un peu aussi pour avoir un côté un petit peu plus chaotique. Et dans length ici je vais baisser la hauteur. Par contre dans le threshold ici je vais en mettre certains beaucoup plus haut. Ça va faire un tri en fait en fonction des poils. Ça c'est la hauteur maximum si vous voulez, et certains poils ici vont pas atteindre la hauteur maximum. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer un paramètre ici qui concerne en fait la largeur et la largeur du poil à sa base et à sa hauteur. C'est ce qu'on a dans Cycles aussi, mais là c'est les paramètres pour RenderMan du coup. On a la possibilité de créer ensuite un nouveau shader qu'on peut par exemple appeler R pour l'occasion. Je peux aller faire Add RenderMan Surface ici. Et à la place de PXR Surface, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ajouter un BXDF de type PXR R. Je vais le plugger comme ça. Et du coup, ce que je peux faire aussi,
c'est tenter un petit rendu en IPR. Sauvegarder aussi. Alors là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous afficher des poils qui vont avoir comme diffuse général, donc si vous voulez, en gros, la couleur du cheveu de manière générale, ça va être ce gris-là. Donc ça va donner un aspect gris, en fait. Et par contre, la transmission, donc c'est-à-dire la translucence du cheveu, ici va prendre une couleur beaucoup plus claire. Alors, vous avez des indices aussi, ici, de réflexion et de transmission. Réflexion, c'est vraiment, quand on regarde des cheveux, il y a une sorte de réflexion en fait, qui s'effectue, donc c'est un petit peu, si vous voulez, le spéculaire des cheveux, des poils. Et vous avez aussi la transmission. La transmission, c'est la transparence, si vous voulez, des cheveux. Et vous avez la diffuse ici. Donc si je baisse la transmission, alors à 0.2, et que par exemple, je regarde mon IT, je vais avoir des cheveux qui vont être beaucoup plus solides, beaucoup plus diffus, qui vont donner moins l'effet d'être transparent, beaucoup plus massif. Donc, par exemple, si là je change pour du jaune, on voit que les cheveux ont tendance à aller vers le jaune. Et si je change aussi, donc là j'ai changé juste la couleur de la base, si je change aussi la couleur du haut du poil, donc en haut je peux le mettre par exemple encore plus tiré vers le jaune-blanc, je vais avoir un gazon d'herbe jaune, concrètement. Donc ça c'est la couleur du root et ça c'est la couleur du type. Vous avez aussi la possibilité de changer donc la couleur de la transmission au niveau du root et du type. C'est à cet endroit-là que ça se passe. Donc vous voyez que en termes de poils, ça marche plutôt bien. Alors il faudrait... Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais arrêter l'IPR ici. Je vais scaler tout ça. Je vais le mettre à cet endroit-là. Histoire qu'on le garde quand même dans notre rendu. Et vous avez la possibilité aussi de cliquer sur, tout comme dans Cycles, dans les paramètres de rendu ici. Dans... Render ici. Donc vous avez déjà la possibilité de choisir ici le matériel que vous voulez, mais normalement, apparemment il n'affiche pas l'émetteur. Il doit y avoir un paramètre quelque part pour afficher l'émetteur. Enfin bref, c'est pas très important. Donc quoi qu'il en soit, on a vu comment faire un shader d'herbe. Le dernier shader que je vais vous montrer, on va pas trop passer de temps encore parce que ça fait un petit moment qu'on est sur ce tuto, mais c'est le shader de peau. Donc je vais créer une petite tête de singe comme ceci, que je vais mettre à cet endroit-là, bien au centre, voilà, quelque chose comme ça. Je vais lui rajouter un Subdivision Surface, sauvegarder, et on va lui créer un nouveau matériel qui sera de type, on peut le changer d'ailleurs à cet endroit-là aussi, ça va updater le node graph ici, mais on va le mettre de type PXR Skin. Et en fait, vous allez voir que vous allez avoir les trois couches. Donc la couche dermale, la couche subdermale et la couche... en fait, la couche épidermique, la couche de graisse, si vous voulez, qui est entre la couche subdermale, une des couches subdermales, parce qu'en fait, vous avez deux couches subdermales. Vous avez une première couche, c'est le... Si vous voulez, entre guillemets, c'est le sang, sur de la peau, enfin sur un shader de peau. Vous avez tout ce qui est vaisseau sanguin, etc. Vous avez au milieu une couche de graisse entre l'épiderme et les vaisseaux sanguins. Et par-dessus, vous avez la couleur de la peau qui est en général beaucoup plus claire. Et l'aspect beige en fait, de la peau, il est justement déterminé par la graisse et par les vaisseaux sanguins. C'est pour ça que la peau, elle est plutôt beige en fait. Alors qu'en fait, la vraie peau par-dessus, si vous prenez que la couche épidermique, eh bien, ça va tirer beaucoup plus vers le blanc en fait. Ou vers le noir, bien sûr, ça dépend de la couleur de peau que vous voulez faire. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous avez toujours une couche de graisse et une couche de rouge. Voilà. Après, cette couleur-là va définir justement ce que je disais, la couleur de la peau en fait. Donc voilà, vous pouvez mettre des textures à cet endroit-là, bien sûr.
Vous pouvez mettre des textures aussi, par exemple de vaisseaux sanguins pour avoir un rendu beaucoup plus réaliste de peau. Donc voilà, c'est vraiment tous les paramètres. Et ici, vous avez l'indice du subsurface scattering, entre guillemets. Donc si vous le mettez assez faible, vous allez avoir moins l'effet subsurface scattering. Donc si je clique sur Start, j'espère que ça va fonctionner. On va avoir un effet de peau pour ce shader là. Alors là j'ai quand même un peu abusé des shaders dans cette scène pour l'IPR. Mais voilà, on va avoir un shader qui va se rapprocher vachement d'un shader de peau. Alors d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant aussi dans RenderMan, je vais vous le montrer. RenderMan pour Blender, c'est une des spécificités pour Blender, c'est la possibilité de convertir une scène Cycles pour RenderMan. Donc je vais sauvegarder, je vais vous montrer un essai que j'ai fait. Je tiens à préciser que c'est un essai. Donc c'est cette scène. Donc j'avais fait un petit personnage, c'est du whip, hein, je vous montre ça, mais enfin je devrais pas, c'est du whip. Et j'ai en fait converti tous les shaders en un seul bouton en appuyant sur la touche ici. Alors en fait, je vais vous le montrer autrement. Bon, bref, quoi qu'il en soit, voilà, je viens juste de lancer le rendu, mais bon, je vais pas attendre que le rendu se finisse, mais c'était juste pour vous montrer, pour vous donner un exemple. Mais en fait, si par exemple je prends une scène Cycles, donc on va faire une scène Cycles, hop, on va juste créer un shader Cycles ici. Si je crée un shader Cycles diffuse standard rouge, comme ça, et que je vais sur RenderMan, je peux ici cliquer sur Convert All Cycles to RenderMan, et en fait ça va me mettre par exemple un Pixar Surface avec une couleur diffuse rose. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait dans ma scène ici, comme ceci, et après j'ai dû tweaker un peu parce que là par exemple il m'avait mis un Pixar Surface avec le SSS directement, et ça fonctionnait pas, pour être super franc, terrible. Donc du coup je suis repassé sur un Pixar Skin plutôt, et du coup ça marche beaucoup mieux. Vous voyez d'ailleurs, c'était mon ancien shader, il était là. Donc du coup après j'ai dû repluguer la texture en passant par un nœud de type PXArt texture ici. Le manifold, comme j'ai déjà des UV, il va récupérer les UV par défaut, d'accord. Je tiens juste à le préciser, et voilà. Et donc le rendu, si je fais un vrai rendu, ça donne à peu près ça. Donc je vais lancer le rendu et mettre pause pour attendre qu'il se refresh un peu, et pour pouvoir vous montrer, pas le final, mais parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais vous montrer à peu près à quoi on peut s'attendre avec une conversion de shader assez basique. Elle est assez basique, la conversion de shader, donc ne vous attendez pas à des miracles. C'est pas une très bonne idée. Je vous déconseille de tout faire sur par exemple Cycles et de convertir tout ça dans RenderMan. Je vous le déconseille. Je vous conseille vraiment, si vous voulez utiliser RenderMan, faites du RenderMan direct, et vous vous en porterez mieux. Voilà. Donc là, voilà typiquement par exemple un des rendus que je peux avoir avec une scène que j'ai convertie depuis Cycles, c'est que j'ai un petit peu travaillé légèrement 2-3 trucs sur d'autres shaders, mais vous voyez quand même que la qualité des shaders de RenderMan, alors que c'est vraiment pas terminé hein, comme modèle, je vous montre ça entre guillemets en avant-première, mais vous voyez que la qualité du subsurface scattering qu'on a, la qualité du lighting, même si là, bon là j'ai pas été super patient, j'ai pas fait un rendu ultra haute def, il aurait fallu que je me mette en final preset ici pour avoir un rendu haute def. Vous voyez que j'ai assez peu de samples en fait. Ici j'ai entre 0 et 64 de samples, j'ai une pixel variance qui est assez élevée, donc ça donne un côté un petit peu noisy. J'ai même pas le denoiser d'afficher, mais c'est vraiment pour vous donner une idée en fait de la qualité voilà, du lighting, un petit peu des shaders que vous pouvez avoir dans RenderMan. Sur Cycles, pour avoir cette qualité là, il faut déjà passer beaucoup plus de temps et tricher sur pas mal de choses. On n'a pas ça
en un shader concrètement. Voilà, on n'a pas cette finesse dans le rendu en un shader. Et puis aussi, on n'a pas de VCM, donc c'est-à-dire de bidirectionnel avec vertex merging, c'est-à-dire le fait que les deux passes, ceux des lumières et ceux de la caméra, se mergent à un moment, et donc permettent d'avoir une précision beaucoup plus importante pour le lighting. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir faire des super rendus avec RenderMan. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant, RenderMan, pour Blender. C'est vraiment top que ce soit pour Blender parce que ça va vraiment permettre d'aider, je dirais, Blender pour les gens qui font du RenderMan par exemple sur Maya et qui voudraient passer sur Blender. Ça va être un bon point, un bon argument de dire ouais, mais tu pourras toujours faire du RenderMan sur Blender. Donc voilà, donc c'est vraiment une super chose. C'est encore un petit peu buggé à 2-3 endroits, mais ça va s'affiner avec le temps. Il faut savoir que la version de RenderMan n'est sortie qu'il y a 2 jours pour Blender, pour la version 21. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. Je peux vous montrer un autre exemple. En fait, j'avais enregistré le tuto hier, le même tuto, et j'ai craché beaucoup trop de fois, donc j'ai préféré pas vous le montrer. Pas le J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, à larguer un commentaire et éventuellement mettre un like si vous avez apprécié ce tuto. Et n'hésitez pas aussi à le partager. Si d'autres gens ne sont pas au courant que RenderMan est sorti et qui voudraient s'y mettre, pourquoi pas. Ça peut être assez sympa. Et merci en tout cas d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt et pour un prochain tuto.